Au cours de ce dernier épisode, il sera question du troisième lien, du projet Utopia, du projet Saint-Joachim, des projets de démolition suite aux inondations à Sainte-Marie et aussi de l'avenir du Giram. À Saint-Joachim, c'était une ancienne halte routière du gouvernement du Québec qui avait été cédée à la municipalité de Saint-Joachim. Et la municipalité a décidé de la valoriser non pas comme une halte routière, mais comme avec un promoteur immobilier, puis on parlait d'ajouter un hôtel. Donc, ça a été une intervention, peut-être notre première intervention majeure pour la sauvegarde du paysage. Puis effectivement, comme géographe, j'ai pu apprécier que ce paysage-là, que c'était important de le sauvegarder. Donc, on est débarqué là en conférence de presse. La municipalité a fermé la halte routière qui s'y trouvait et a approuvé un projet de développement domiciliaire pour l'an prochain. Avec à leur tête le groupe Giram, un rassemblement d'organismes continue à s'opposer à ce projet, également approuvé par l'ancien gouvernement libéral. On largue nos beaux sites et on largue à des petites communautés des biens patrimoniaux d'envergure nationale. C'est une aberration. On a envoyé des lettres au ministère des Transports. On ne veut plus rien savoir de cette municipalité-là dans le dossier. Ils sont incompétents à gérer ce site-là à des fins régionales, mais encore moins des fins nationales. Finalement, on a eu gain de cause. On peut dire qu'on a eu gain de cause, mais actuellement, la halte est fermée, puis on a fermé le site, mais il n'y a pas de développement. Le gouvernement, la CAQ de M. Legault, en 2018-19, après qu'il a été élu, il est arrivé avec un bureau de projet. S'il y a 3 stations de prévues à Québec, la seule station à l'autre bout du tunnel à Lévis n'est pas suffisante pour encourager les Lévisiens à sauter dans les autobus, selon le Giram. Il y a une efficience du côté de Québec, du côté de la Rive-Nord, du côté de la Rive-Sud, du côté transport collectif, il y a une déficience. Mais pour le transport collectif, c'était zéro. On est obligé de prendre un autobus, faire un détour pour aller faire l'entrée du tunnel à la station qui appelle Lévis ou qui a un stationnement incitatif, ça c'est correct. Je trouve que c'est pas génial. Ce qu'on a proposé, donc le Giram, on a dit oui au tunnel, mais un tunnel réservé exclusivement au transport collectif, puis autant que possible entre Kennedy et Monseigneur-Bourget. On a sûrement eu de l'influence parce que quelque temps après, au mois de mars 2023, Mme Guilbeault, ministre des Transports, a annoncé que le troisième lien serait exclusivement pour le transport collectif. On s'est dit, si on fait un tunnel pour le transport collectif, à ce moment-là, on va pouvoir faire la boucle. On va faire la boucle non pas pour les automobilistes, mais pour les usagers du transport collectif. C'est-à-dire qu'on pourra, vers 2040, mettons, avoir un tramway qui emprunte le boulevard Guillaume-Couture. Et là, on va faire la boucle. Donc, les systèmes d'autobus, c'est un petit peu dépassé. Utopia, c'est le nom d'une entreprise française qui est spécialisée dans les équipements de camping sauvages. Et ce dossier-là est né parce qu'on a eu un appel au secours de la part des gens de l'île d'Orléans. Ça veut dire qu'on est connu. Mais c'est un projet, je dirais, quasiment aussi insensé que sur le plan, je dirais, moral que le projet Rabasca. Donc, on est en face d'une entreprise multinationale qui décide et qui s'annonce comme venant ouvrir un camping sauvage à l'île d'Orléans. Et leur point d'ancrage, c'est le terrain des scouts à Saint-François de l'île d'Orléans, et qui n'a jamais été un terrain de camping commercial et qui est zoné agricole, avec une activité, je dirais, légère, bénévole, pour accueillir des scouts qui font de l'interprétation forestière, de l'interprétation naturelle, etc. Donc, aucun dommage à l'environnement. Mais ce projet-là, encore là, grâce à un lobbying très puissant auprès des conseils municipaux, va faire en sorte qu'il
Et la MRC et la municipalité de Saint-François vont s'enticher de ce projet-là. Ils vont se porter elles-mêmes porteuses de ce projet-là. Ils vont demander à la Commission de protection du terrain agricole d'accorder un usage de camping commercial à cet espace-là. Et c'est là que nous, on est intervenus de façon, je dirais, assez, je dirais pas scientifique, mais assez documentée sur le plan des questions de zonage agricole et en même temps sur le plan de la mobilisation. Pourquoi on s'en vient sur un territoire agricole à l'île d'Orléans et que les maires trouvent ça fin? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, nous, on contestait, à partir du dépôt de l'orientation préliminaire, on contestait la décision de la commission. Et là, on est allé chercher des alliés du côté de l'UPA régional, parce que l'UPA local avait donné son accord aussi, c'était absolument incompréhensible. Mais avec la mobilisation qu'on a créée, la commission a pris ça au sérieux et finalement, la commission a renversé sa propre décision. Donc ça, c'est une victoire pure et simple. Au printemps 2019, il y a eu des inondations majeures à beaucoup de places au Québec, mais en particulier au cœur de la ville Sainte-Marie, puis en Beauce en général, que ce soit Saint-Joseph ou Vallée-Jonction, il y a eu des dégâts dans plusieurs villes, en particulier de la vallée de la Chaudière. Et à un moment donné, on n'a pas réagi sur le coup, mais à un moment donné, on s'est aperçu que de par le décret gouvernemental, on pouvait raser à peu près presque tout ce qui était centre-ville, le vieux centre-ville, le vieux Sainte-Marie. Alors, le maire en place a plutôt privilégié une démolition systématique en allant plus loin que le décret gouvernemental qui disait si les dégâts sont plus de 50 %, on achète les maisons ou on a l'argent pour ça. On a démoli 400 à 500 maisons ou bâtiments en Beauce. Sainte-Marie qui nous semble le plus touché au niveau bâtisse patrimoniale. Il y a peut-être 300 maisons qui vont être démolies. Là-dessus, il y en a peut-être 200 qui sont patrimoniales ou qui étaient dans l'inventaire de la municipalité. Donc, c'était vraiment une démolition, un rasage schématique. Et vous promenez, là, c'est des pissenlits qui a la place dans le cœur de Sainte-Marie. Comme dit Gaston, avec une intervention qui aurait peut-être pas été aussi coûteuse qu'on peut l'imaginer, il y aurait eu moyen de sauvegarder une partie importante du patrimoine culturel de Sainte-Marie pour conserver l'âme de la municipalité. La première fois que je me suis présenté, c'est en 98. C'est M. Jean Garon qui se présentait à la mairie, qui m'a convaincu de me présenter dans son équipe. Et ça aurait été, pour moi qui est un peu idéaliste, je me suis dit, si on a un pied au pouvoir, possiblement qu'on va réussir peut-être à changer des choses plus vite qu'en faisant des conférences de presse, puis en faisant des dossiers, en montant des dossiers. Malheureusement, je n'ai pas été élu cette fois-là. Je me suis représenté comme indépendant, puis j'ai perdu par 40 voix dans le Vieux-Lévis. Et la troisième fois, je me suis présenté en 2013 avec Antoine Dubé comme candidat à la mairie. Beaucoup ont voté pour moi parce qu'ils entérinaient les idées du GIRAM. Mais je dois dire qu'à chaque fois que je me suis présenté, les chambres de commerce travaillaient vraiment contre moi. Et c'est pour ça qu'il y a eu une période, on peut dire, d'effacement du GIRAM là, entre 2009 et 2015 environ. Par contre, j'ai été actif autrement parce que, justement, j'ai créé le mouvement Lévis autrement pour dire, bon, peut-être c'est dans l'action politique qu'on va réussir à changer plus les choses. Et on sait qu'on n'a pas eu le succès escompté à ce moment-là en 2013. Donc, allez donc vérifier si ce ne sera pas transposable, cette expérience-là, dans d'autres collèges, que d'autres professeurs, d'autres ressources multidisciplinaires puissent s'impliquer sur des dossiers, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau environnemental, qu'ils fassent des interventions qui sont propres. La multiplication des GIRAM au Québec, par exemple, c'est ça que vous voulez dire? C'est ce qu'on est allé dire, et ça, on souhaiterait justement que cette formule-là se répande, mais qu'on ait un cadre propice, un cadre favorable à la multiplication des GIRAM. Ça, c'était une belle idée. C'était de l'idéalisme, probablement, parce que
idéalement, c'est sûr, dans les cégeps, là, les cégeps sont dans les régions. Plusieurs cégeps ne sont pas dans les grandes villes. Il y en a, oui, mais dans chaque collège, dans chaque cégep, il y a une multiplicité de ressources, de disciplines. Il y a des spécialistes de différents domaines. Et on a toujours pensé peut-être que ces gens-là pourraient, un peu comme on a fait ici dans Lévis, dans la région de Québec, dans la région de la Rive-Sud, comment le GIRAM a pu influencer. Donc, ça veut dire que si on avait ce genre de structure-là dans différentes régions, ça pourrait être utile. Mais le bug, l'obstacle souvent, c'est ça prend des personnes qui sont prêtes à s'impliquer bénévolement. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le goût de s'impliquer, etc., comme on a des ressources, nous autres, dans le GIRAM. Donc, ça, c'est l'obstacle numéro 1. Puis aujourd'hui, avec l'individualisme, je ne suis pas sûr que ça serait facile de répandre ça. Le GIRAM a deux adversaires fondamentaux. Le premier, je l'ai déjà dit dans nos assemblées annuelles, c'est l'indifférence. Ça, le pire ennemi qu'on puisse avoir dans des combats écologiques, c'est l'indifférence de la population. Et ça, c'est à nous à se battre pour la vaincre. Elle est plus difficile à vaincre qu'avant. Je me rends compte, là, quand on était dans le dossier Rabaska dans les années 2007, 2008, 2009, du côté des médias, on avait une réceptivité assez extraordinaire et il faut dire que les médias étaient organisés à ce moment-là. Mais depuis, il y a eu la crise des médias. Même le GIRAM, son avenir, on ne sait pas trop. Finalement, ça va être quoi la suite lorsque les principaux acteurs vont soit se retirer pour des raisons de santé ou autres? À ce moment-là, c'est qui va prendre la relève du GIRAM? La question se pose. Parce que c'est difficile de recruter des jeunes. Et en plus, il y a tous les réseaux sociaux, les téléphones qui accaparent. Donc, on est dans une société où l'individualisme est beaucoup plus grand que dans les années 70, 80, 90. Premier obstacle, vaincre l'indifférence, c'est un obstacle important parce que les médias écrits sont de moins en moins là. Et les médias électroniques sont submergés de plus en plus là, par les nouvelles internationales pour à peu près tout. Donc, ça devient de plus en plus difficile de cibler un enjeu environnemental au Québec. Puis aujourd'hui, on a l'avantage, par contre, par rapport à dans les années 80, quand on a créé le GIRAM dans les années 80, c'est qu'aujourd'hui, les moyens de communication, par contre, sont beaucoup plus faciles. Alors qu'avant ça, on était à la photocopie. Donc ça devrait faciliter les choses et ça nous les facilite actuellement, nous qui sommes encore actifs. Et c'est évident que c'est des éléments nouveaux, mais ils ne sont pas toujours mis au profit pour défendre des éléments de la collectivité. On dirait que ça touche plus des affaires individuelles actuellement que collectives. Nous, on est les vieux jeunes. Mais on est encore en forme, puis ce qu'on espère, c'est de travailler encore assez longtemps pour que les jeunes puissent prendre la relève. Et je pense qu'éventuellement, ils vont arriver pendant qu'on va être là. C'est ce qu'il faut espérer.